Citoyens, citoyennes, sujets, sujettes, bonjour, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle émission du Cercle Richelieu. Et aujourd'hui, je m'attaque à un gros morceau, je vais vous parler des corporations, les corporations de métier. On en avait déjà parlé avec Teddy Boy, on en a reparlé avec Dago, on en a un petit peu parlé un tout petit peu avec Nathan. Et je vous avais dit, à un moment, on va se faire une émission, un petit peu une grosse émission sur le sujet, et puis après on essaiera de faire une réunion de plusieurs youtubeurs royalistes et de parler de nos conceptions des corporations. Mais aujourd'hui, je me suis dit que j'avais envie de vous faire une émission sur le sujet, mais alors une émission un petit peu particulière. Je vais vous retracer un petit peu l'historique officiel, en tout cas, des corporations. Et dans une première partie, en énumérant un petit peu les avantages matériels qui pouvaient être ressortis de l'expérience des corporations. Et dans une deuxième partie, je vais évoquer avec vous la dimension ésotérique qui entoure le compagnonnage. Le compagnonnage qui est une structure, une partie de la structure des corporations de métier. Mais commençons par le commencement. Je vous dirai quand j'en viendrai à l'ésotérisme, pour que ceux qui ne sont pas du tout intéressés puissent partir et ceux qui veulent en entendre davantage puissent continuer. Alors, les corporations, ce qu'on appelle aussi les communautés de métiers, qu'est-ce que c'est? Alors, une définition tout à fait basique que j'ai trouvée, je crois, dans le Larousse ou le petit Robert, je ne sais plus ce que j'avais sous la main. Société de défense et de surveillance mutuelle formée entre personnes vivant du même métier dans une ville ou dans un territoire déterminé. En fait, vous devez retenir deux conditions pour former une corporation de métier, c'est-à-dire que c'est une sorte d'association qui regroupe des personnes ayant, petit 1, le même métier, et petit 2 étant regroupés au sein d'un territoire déterminé. Alors ça peut être une ville, ça peut être une partie d'une ville aussi. Genre à une époque, il y avait des corporations de métiers dans les villes de Paris qui pourtant pratiquaient le même métier, mais il y avait plusieurs corporations sur les quartiers qui représentaient au sein de la ville de Paris. Ça peut être aussi plus grand, ça peut être à l'échelle d'un département, d'une région. Alors, ces corporations de métiers, ces communautés de métiers, on les a surtout retrouvées en France, pas mal en Angleterre, un petit peu en Suisse. Finalement, ça a été un phénomène assez restreint territorialement. On les a parfois retrouvés dans d'autres pays, mais au sein de ce qu'on appellerait l'Occident, le principal pays sous lequel a été développée la structure des corporations, c'était la France. Alors, d'où nous viennent ces communautés de métiers, ces corporations? En fait, elles viennent de l'héritage romain. Sous l'époque romaine, on les appelait des collegia. En fait, ils se réunissaient au 5e siècle d'une façon intermittente et secrète. Des gens qui étaient trop pauvres et trop faibles pour se défendre individuellement et qui, au sein d'une association secrète, mettaient en place un principe de secours mutuel. C'est devenu ensuite bien sûr des associations de métiers. Plus le temps passe, plus ces corporations, ces collegia deviennent puissantes, et petit à petit, ensuite, quand le royaume de France commence à être bâti, ces corporations vont s'associer au processus législatif et ils vont devenir des alliés naturels à la fois du pouvoir monarchique et du pouvoir ecclésiastique. Alors il y a plein de types de corporations. Il y a la corporation des marchands d'eau, par exemple, des drapiers, des bouchers, des merciers, etc. En 1268, Étienne Boulot écrit un livre des métiers du prévôt de Paris, codifie la notion d'association dans une corporation. Il est réparti donc 101 métiers dans 6 grands groupes, on va dire. Vous avez le groupe de l'alimentation, le groupe de l'orfèvrerie, le groupe du travail des métaux communs, couteliers, serruriers, etc. Le groupe des étoffes et des habillements, le groupe des cuirs et peaux, et le groupe du travail du bâtiment. Donc, vous retrouvez les charpentiers, les maçons, etc. Donc au sein de ces 6 groupes qui sont répertoriés par Étienne Boileau, il y a un total de 101 métiers qui, globalement, peuvent former des corporations. On voit déjà que c'est limité à un certain nombre de métiers malgré tout, c'est pas tous les métiers. Alors quelles sont les caractéristiques de ces métiers, de ces corporations, pardon? Première caractéristique, c'est que l'exercice du métier représenté par ces corporations est le monopole de ceux qui appartiennent
à ces corporations. C'est-à-dire qu'il est interdit à un ouvrier étranger ou à un ouvrier indépendant de cette corporation de travailler sur le territoire géographique de cette corporation. Je vous donne un exemple. Un boucher qui viendrait de Toulouse pour s'établir à Paris ne peut pas exercer son activité de boucher sans appartenir à la corporation. Donc on va beaucoup plus loin de la corporation des bouchers, de la ville de Paris, etc. On va beaucoup plus loin que la simple notion de syndicat. Voilà, vous êtes dans l'obligation d'adhérer à cette corporation. Autre caractéristique de ce système des corporations, nul ne peut appartenir à deux communautés à la fois. C'est normal, vous avez un métier, vous n'avez pas un travail. Vous ne pouvez pas changer comme ça en claquant des doigts. Et vous ne pouvez pas d'ailleurs doubler les emplois. Soit vous êtes boucher, soit vous êtes boulanger. Vous ne pouvez pas être les deux à la fois. Il s'agit de respecter le travail de chacun et de ne pas faire de concurrence déloyale. Les corporations fixent les prix minimum et maximum qui sont pratiqués par ses membres. Et attention, il ne s'agit pas pour les membres d'être pris en flagrant délit de travail au black, comme on dirait aujourd'hui, ou à offrir un prix trop bas ou un prix trop faible qui mettrait à mal la réputation de la corporation ou qui mettrait à mal son activité économique. Parce que la corporation, elle jouit dès les 12e, 13e siècles, elle jouit de droit, un petit peu de juger ses membres, droit qui lui a été dévolu par le pouvoir royal. Donc les membres des corporations qui commettent des délits, des crimes, particulièrement dans l'exercice de leur activité, sont jugés par des jurés, membres de la corporation, et alors peut-être que certains d'entre vous vont se dire ouais mais du coup dans ce cas-là, ces jurés ils seront probablement plus conciliants envers les membres qui ont fauté de la corporation. Pas du tout. Au contraire, on a des tas d'exemples de jurés qui sont extrêmement durs par rapport à ce qu'aurait été la justice royale et qui aboutissent souvent à l'exclusion d'un membre de la corporation, donc qui l'empêche ensuite d'exercer son métier. Et là, c'est terrible parce que lui-même ne connaît qu'un seul métier et s'il ne peut pas l'exercer, il est ruiné et il est acculé à la fin et à la ruine, tout simplement, comme je viens de le dire. Donc, pour la simple raison que il ne faut pas entacher la réputation et l'honneur de la corporation. Parce que sinon, après, cette corporation, elle pourrait perdre ses privilèges qui lui sont octroyés par le roi et par l'Église. Elle pourrait aussi être mal considérée et on pourrait faire appel à d'autres corporations sur d'autres territoires, au lieu de leur confier un travail à eux. Alors, élément très important, dès le début un peu du système des corporations, chaque corporation a sa boîte ou son aumône, c'est une sorte de sécurité sociale, oui, en fait, où chaque membre dépose une part de ce qu'il a gagné dans chaque activité qu'il a eue dans le jour, dans la semaine, dans le mois, dans l'année. C'est également alimenté par les droits d'entrée dans la corporation et les amendes qui sont parfois données par les jurés dont je vous parlais tout à l'heure, par les jurys dont je vous parlais tout à l'heure. Et si un membre de cette corporation meurt, on verse un salaire à sa femme. Si un membre de cette corporation malheureusement a un accident du travail, ou un accident tout court, là encore on va lui verser une sorte d'indemnisation. C'est l'ancêtre de la sécurité sociale, mais je crois savoir par exemple que Teddy Boy était considéré que c'était un système qui avait beaucoup plus de chances d'aboutir que le système que nous avons actuellement de sécurité sociale. Alors, élément annexe aussi de ce système, annexe ou pas d'ailleurs, chaque corporation se place sous la protection d'un saint. Alors, pour les bouchers, c'est toujours le cas d'ailleurs, hein, ça ne change pas. Pour les bouchers, le saint qui protège les bouchers, c'est Saint Léonard. Pour les maçons, c'est Saint Blaise. Pour les jardiniers, c'est Saint Fiacre, etc. etc. D'ailleurs, dans certaines villes, vous voyez encore, dans certaines villes où il y a, on va dire, pas mal de chrétiens, pas mal de catholiques, vous voyez encore une fois l'an des messes particulières qui sont faites pour tel ou
tel groupe de métiers, on dirait plus corporation aujourd'hui parce qu'il n'y a plus de corporation, mais tel membre de tel métier. Par exemple, les fabricants de calissons à Aix, ils se sont placés sous la protection d'un saint, mais je ne sais plus qui. Et je sais que pour l'honorer, ils avaient offert à une des églises de la ville plusieurs cloches, plusieurs très belles cloches, entre la fin du 19e et la première partie du 20e, et on les voit toujours aujourd'hui. Il y a toujours des messes pour les fabricants de calissons. Donc vous voyez, c'est mignon, mais c'est même plus que ça. Je trouve que il y a une vraie portée ésotérique, mais enfin on y reviendra plus tard, ça. Alors, les corporations, elles ont une organisation extrêmement hiérarchisée, qui en fait peu ou prou est organisée sur ce qu'on appelle le compagnonnage. Alors on verra que compagnonnage, c'est pas tout à fait ça, on verra d'où vient le terme compagnonnage tout à l'heure. Mais il y a toute une symbolique d'ailleurs dans tout ça. Vous rentrez dans une communauté de métier, vous êtes très jeune, vous y rentrez pas à 18 ans, 19 ans, non, non, vous y rentrez à 11, 12 ans, vous êtes apprenti, après de nombreuses années et après avoir suivi l'enseignement des compagnons, mais aussi de quelques maîtres, vous passez compagnon. Une fois que vous êtes compagnon, vous allez suivre directement l'enseignement des maîtres et vous allez enseigner vous-même aux apprentis, etc. etc. Et si votre travail n'atteint jamais les prérequis demandés pour être maître, vous passerez toute votre vie en compagnon. Mais si à un moment vous atteignez le niveau qui est demandé pour être maître, vous devenez un maître de votre ordre de métier. Et voilà, vous avez le droit de vous établir personnellement. Par exemple, vous avez le droit de fonder votre propre échoppe de boucher, de boulanger, etc., etc. Alors il y a des effets économiques aussi à cette organisation en forme de corporation. Le monopole que possède chaque corporation sur un territoire donné pour l'exercice du métier, ça limite la concurrence entre les vendeurs. Il y a un nombre limité d'agents économiques qui offrent ses biens ou ses services, la production de ses biens ou de ses services, dans une gamme de prix qui a été prédéfinie, je vous l'ai dit, le prix minimum, prix maximum, qui est défini par la corporation. Donc là encore, la concurrence est tout à fait limitée. L'honneur de la corporation, c'est quand même l'intérêt des maîtres et même de tous les membres de la corporation, parce qu'il faut qu'on continue à faire affaire à eux, à faire appel à eux, je veux dire. Et donc leur intérêt, c'est quand même de produire des biens ou des services de bonne qualité. Donc c'est pour ça que les fraudes et les malfaçons, dont je vous parlais tout à l'heure, sont sévèrement punis. D'ailleurs, il y a des limites au sein même des corporations. Les maîtres ne peuvent pas s'associer entre eux. Donc il n'y a pas de coalition ou de conglomérat. Teddy Boy à un moment avait donné un exemple que j'ignorais mais qui pourrait lui-même développer bien davantage, je pense, sur en fait des acteurs économiques qui avaient essayé de racheter à une époque au Moyen-Âge des tas de moulins dans le sud de l'Angleterre, je crois, et le roi y avait mis le holà justement en justifiant ça par les limitations qui sont imposées par le système de corporation, pour être sûr qu'il n'y ait pas du coup de conglomérat ou de coalition. Et ça existait également à Paris. Les maîtres n'ont pas le droit de s'associer entre eux, donc fatalement ils ne peuvent pas amasser la ressource financière nécessaire pour dominer le marché. D'ailleurs, ce ferait une bonne discussion avec un marxiste, ça. Donc évidemment le système des corporations elle limite également la spéculation parce que le système des corporations c'est la limitation surtout des intermédiaires. Le maître vend directement le produit de son travail, de son activité. Donc il ne va pas avoir un marchand qui va faire l'intermédiaire entre lui et le consommateur. Les corporations paient évidemment des impôts, elles sont aussi astreintes à certaines obligations, ça qui est assez amusant. Vous avez probablement entendu parler des milices urbaines, en fait, à une époque où l'armée du roi de France n'était pas non plus extrêmement importante et où elle était surtout concentrée dans les frontières du royaume. Il fallait assurer la paix dans les villes et les villages de quelque importance. Et en fait, cette paix,
elle était assurée par des milices urbaines, et beaucoup de ces milices urbaines étaient composées de milices de corporations, des milices de métiers. Voilà. Le roi disait par exemple, eh bien, aujourd'hui il faut garder le pont de je sais pas quoi, eh bien, c'est le tour de la milice des gens de tel métier, du métier de la corporation de métier des bouchers, de la corporation des métiers des boulangers, etc., etc. Donc ils savaient qu'ils allaient faire front commun d'ailleurs aussi au moment où il fallait se battre parce que ils appartenaient tous à la même corporation. Ils savaient aussi que, comme ils leur avaient délégué pas mal d'avantages, ils étaient obligés de s'acquitter de certaines obligations qui dépassaient les obligations pécuniaires. Et d'ailleurs, il leur demandait en plus souvent d'assurer la protection dans les quartiers où les membres de certains métiers étaient surreprésentés. Or, là, il faudrait faire appel à des historiens de Paris. Moi qui ne suis pas de la capitale, c'est plus compliqué pour moi, mais je sais que il y a certains lieux dans Paris qui étaient gardés, qui étaient sécurisés par des corporations qui étaient très présentes dans ces quartiers. Par exemple, les bouchers, peut-être à Saint-Lazare, je ne sais pas. Et voilà. Donc c'était une autre obligation des corporations de métier que d'assurer la sécurité d'une zone territoriale qui généralement était celle dans laquelle ils exerçaient leur métier. Donc ils avaient un intérêt à ce que la sécurité soit quand même efficiente, quoi. Alors pour le reste, je vous la fais courte, hein. Vous êtes probablement tous à peu près au courant si vous êtes déjà intéressé au sujet de comment tout se termine. Des décrets, j'ai un trou 14 et 17 juin, juillet, je ne sais plus, enfin c'est en 1791, par la fameuse constituante qui entend proclamer la liberté du travail et qui donc met fin aux corporations, parce que vous comprenez, quand on parle de liberté, on parle évidemment d'absence de protection, puisque la République c'est le libéralisme chronique. Et donc 1791, on limite la liberté de réunion et notamment la liberté d'association, en fait, notamment des gens ayant le même métier, donc c'était mettre un terme aux corporations. On crée tout un échelonnage de peines et de contraventions contre ceux qui tenteraient de réinstituer les corporations. On explique d'ailleurs à la constituante, les grands orateurs se succèdent pour expliquer que les corporations, ceux qui sont attachés aux corporations, c'est des royalistes, c'est ceux qui sont attachés au pouvoir du roi. Maintenant, les corporations, ils sont au sein d'un peuple, donc ils n'ont plus besoin d'avoir leur propre jury, ils seront jugés par leur peuple et non plus par leur communauté de métier. Un siècle plus tard, on admettra la notion de syndicat parce que finalement la notion de syndicat était beaucoup moins contraignante que la notion de corporation. Alors je vous l'ai dit, ça mériterait d'être immensément développé dans, dans une émission. Enfin, ça mériterait un cours en fait. Il faudrait un cours de 5-6 heures sur le sujet. Cours que je ne suis pas sûr d'ailleurs de savoir faire. Hein. Je suis professeur d'histoire géo, mais dans mes études, on m'a rarement parlé des corporations de métier. C'est plutôt moi qui me suis orienté vers la compréhension de ce qu'étaient les corporations de métier un peu tout seul de mon côté. Mais voilà, j'aimerais bien en discuter avec d'autres royalistes et pourquoi pas faire une grosse émission où tout le monde expliquerait un petit peu mieux que moi là ce qu'étaient les corporations. Alors là, on passe dans la deuxième partie. Voilà, celle où je vais rentrer un peu plus dans le champ ésotérique, on va dire. Et parce qu'il y avait un rôle ésotérique au-delà des corporations de métier, mais dans le compagnonnage. Et je vous ai dit d'ailleurs que le compagnonnage, c'était une sous-structure en fait des corporations de métier. Voilà. Alors, beaucoup de métaphysiciens, de grands penseurs ésotériques se sont penchés sur le sujet. Moi, je vous avoue que j'en retiens deux, qui sont pour moi les deux plus grands. René Guénon d'un côté, dont je vous ai déjà parlé, ce grand penseur français qui s'est orienté vers le soufisme et qui est mort donc musulman, mais qui a une œuvre colossale. Hein. Je ne saurais trop que vous conseiller de lire ses livres. Révolte contre le monde moderne, évidemment, le roi du monde, Orient et Occident, le symbolisme de la croix. Et à côté de lui, il y avait un
un autre, beaucoup plus jeune, à l'époque où il a commencé à écrire, et un autre grand personnage, donc Julius Evola, un Italien, euh, qui a été, bon, disons-le, hein, qui a été assez proche de Mussolini à un moment, mais qui a longuement expliqué pourquoi le fascisme a été dévoyé. D'ailleurs, Julius Evola, qui pourrait plaire dans la première partie de sa vie à pas mal de marxistes, hein. Mais après, il s'est évidemment un peu plus penché sur l'ésotérisme, et là, on est très au-dessus de tout ça. Alors, selon René Guénon, il n'existe dans le monde occidental, en dehors de groupes très restreints et euh, très fermés chrétiens, j'entends, que deux organisations qui peuvent revendiquer une transmission initiatique réelle, malgré l'incapacité et l'incompréhension de la grande majorité des membres de ces deux organisations. Il le reconnaît lui-même. Alors d'un côté, il parle de la franc-maçonnerie, et de l'autre côté du compagnonnage, lesquels d'ailleurs ne furent à l'origine que deux branches d'un même organisme. Alors surtout ne quittez pas cette vidéo en vous disant « Oh mon Dieu, René Guénon, en fait c'est un mec qui nous explique que la franc-maçonnerie c'est incroyable ». Non, ce n'est pas ça. Je vous rassure, lisez René Guénon, lisez Julius Evola, et vous verrez à quel point sa pensée est très supérieure à ça. Moi je ne peux qu'essayer modestement, très modestement de la résumer, et encore très mal, j'en suis sûr. Mais René Guénon donc estime que la transmission initiatique, l'élévation, elle peut se faire en Occident, soit par quelques petits groupes très restreints de chrétiens, mais très compliqués, soit par la maçonnerie, mais alors par une micro partie de la maçonnerie, et par le compagnonnage. Et lui, en fait, il lie les deux. Il lie la maçonnerie et le compagnonnage comme venant d'une même origine. D'ailleurs, arrêtons-nous un instant sur le compagnonnage. Pourquoi est-ce qu'on parle de compagnonnage? C'est vrai parce que si on réfléchit à ce qu'était globalement l'organisation du compagnonnage, il y avait des apprentis, des compagnons, qui est le grade du milieu, et ensuite des maîtres. Donc on aurait pu appeler ça le métrage, non, j'en sais rien, il aurait fallu faire un mot avec maître, ou à la limite partir de l'autre côté et faire un mot avec apprenti, apprentissage à la limite. Et pourquoi compagnonnage? En fait, le compagnonnage, c'est une forme d'élévation spirituelle par le travail artisanal qui n'a aussi existé que dans quelques pays, comme je vous disais tout à l'heure, et aujourd'hui qu'on ne retrouve que dans deux pays, en France et en Suisse, mais plus précisément en Suisse francophone. Sachant que le compagnonnage n'est accessible qu'aux artisans exerçant certains métiers bien précis, c'est en fait ce que je vous parlais dans les corporations tout à l'heure, hein. C'est le compagnonnage, c'est certains métiers bien particuliers. Donc Étienne Boileau on nommait une centaine répartis dans 6 groupes. Vous vous en doutez, aujourd'hui il y en a beaucoup moins que ça. Oui, parce que dans le monde moderne qui privilégie le travail, l'emploi au métier, ben, fatalement vous vous doutez qu'il y a un certain nombre de ces métiers à l'ancienne qui petit à petit disparaissent et où les mecs sont remplacés par des machines. Donc il y en a de moins en moins. Aujourd'hui, vous avez encore des sociétés de tailleurs de pierre, d'ébénistes. Je connais d'ailleurs quelqu'un qui a fait du compagnonnage en tant qu'ébéniste, je crois, hein, si je ne m'abuse, ou menuisier, je ne sais plus. Mais il en reste de moins en moins, évidemment. Donc je vous disais d'où vient le compagnonnage. En fait, le compagnonnage est né d'une révolte à l'intérieur de l'ancienne maçonnerie opérative. Alors à l'époque, ça ne s'appelait pas franc-maçonnerie, ce n'était même pas les Rose-Croix, qui est encore une autre organisation, mais c'était un petit peu les bases de la maçonnerie opérative, c'est-à-dire celle qui ne se contente pas de penser, qui ne produit pas une pensée stérile d'ailleurs, hein, comme on la voit aujourd'hui, mais qui unit pensée à production d'un artisanat, de quelque chose, d'une œuvre qui va refléter cette pensée ésotérique. D'ailleurs, pour René Guénon, la plus belle démonstration que la franc-maçonnerie aujourd'hui s'est complètement perdue, c'est qu'elle ne produit plus rien.
je répète, donc le compagnonnage serait né d'une révolte à l'intérieur de l'ancienne maçonnerie qui opposa les compagnons d'une part aux maîtres d'autre part. Son caractère secret, celui du compagnonnage, mais aussi celui de la franc-maçonnerie, viendrait précisément de la réaction des ouvriers contre les ingérences du pouvoir central, donc le pouvoir monarchique, qui aurait peut-être trop favorisé les maîtres, donc en quelque sorte le patronat. Alors là, on rentre dans la spéculation pure et simple, mais j'aime à croire que pas mal de gauchistes apprécieraient cette manière de concevoir les choses, mais ça sous-entendrait que du coup, les francs-maçons, c'est les maîtres, c'est le patronat, et ça plairait pas trop malgré tout aux gauchistes du Grand Orient. Mais enfin, passons. Donc comme je vous disais, pour Guénon d'ailleurs, la décadence de la maçonnerie moderne réside dans le passage de cette phase opérative, où on crée, à la phase spéculative, c'est-à-dire la création d'une pensée qui n'aboutit pas à la création d'une œuvre. Il faut comprendre que le rattachement à un métier ne relevait pas tant de préoccupations d'ordre profane que du besoin de fournir une base concrète au travail initiatique réel. Ainsi, l'initiation ésotérique était liée au métier. Alors oui, je sais, là, mon Dieu, ça veut dire que le métier n'est pas seulement l'esclavage moderne que nous connaissons aujourd'hui, ça peut être autre chose, oui, parce que c'est même obligatoirement autre chose à partir du moment où on pratique réellement un métier et non pas un travail. Alors évidemment, avec la décadence du métier au profit du travail, de l'emploi interchangeable, on a aussi perdu de vue le véritable aspect intérieur, on perd toute connaissance effective, il ne reste que la théorie. Mais une telle dégénérescence d'une organisation initiatique, qu'elle soit le compagnonnage ou la franc-maçonnerie, est-ce que ça change finalement quelque chose à sa nature essentielle, l'élévation spirituelle? Alors selon René Guénon, il y a toujours une possibilité d'obtenir une initiation ésotérique réelle, même de la part d'organisations dégradées. Selon Julius Evola, ce n'est pas possible. Il conteste cette possibilité puisque la chaîne spirituelle et initiatique est rompue, ben on ne peut pas la recoller. Voilà, une fois que la chaîne initiatique est rompue, il n'y a rien à faire qu'à essayer de trouver une autre organisation pour être initié. Alors comme je vous l'ai dit, les deux partagent évidemment la même vision d'une maçonnerie, d'une franc-maçonnerie très négative. L'un estime qu'il existe encore des résidus dans la maçonnerie qui peuvent conduire à l'initiation. L'autre conteste cette idée. Toujours est-il que même si on met de côté la maçonnerie, la franc-maçonnerie, il reste le compagnonnage. Donc le compagnonnage, est-ce qu'on peut en attendre encore aujourd'hui une élévation spirituelle? Je pense qu'il doit rester encore chez les maîtres, chez les grands compagnons, il doit rester encore quelque chose, une chaîne ininterrompue. Évidemment pas chez la grande majorité qui, à la différence de la maçonnerie, eux sont purement passés dans l'exécution d'œuvres et non plus dans la pensée qui doit aboutir à l'exécution d'œuvres. Mais je pense que quelque part il doit rester bien plus d'initiés réels dans les sociétés de compagnonnage qu'il y en a aujourd'hui dans la franc-maçonnerie. Quoi qu'il en soit, si tant est qu'il en reste dans la franc-maçonnerie, évidemment. Sinon, je ne suis pas sûr. Donc voilà, je voulais simplement évoquer avec vous un petit peu dans cette deuxième partie un petit bout d'ésotérisme qui pouvait se lier un petit peu aux corporations. Je vous avoue que pour aller plus loin, il faudrait quelqu'un d'un peu plus âgé qui connaisse probablement un peu mieux l'œuvre de Guénon, l'œuvre d'Evola, l'œuvre de beaucoup de grands penseurs sur les chaînes initiatiques. Ce n'est pas mon cas.
Mais j'espère vous avoir fait comprendre que, voilà, sous la royauté, il exerçait des métiers qui étaient protégés économiquement et juridiquement, donc matériellement, mais également spirituellement, et qui participaient à un certain équilibre dans la société, matériel et spirituel. C'était Alexandre du Cercle Richelieu, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt. Devenez royaliste.